Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et comme chaque jour, désormais, nouvelle ville derrière moi. Je vous laisse deviner où je me trouve et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Et on commence avec une première actu assez incroyable. Vous allez le voir, des internautes ont en fait réussi à piéger d'immenses fonds d'investissement. En gros, depuis quelques années, le magasin de jeux vidéo GameStop, qui est d'ailleurs la maison mère de Micromania en France, est très fragile à cause de l'explosion des jeux téléchargés en ligne, mais aussi très fragile à cause de la crise du Covid qui a logiquement affecté beaucoup de ces magasins. Du coup, en voyant cette situation difficile pour l'entreprise GameStop, eh bien les spéculateurs de grandes sociétés financières ont commencé à miser sur la baisse de GameStop en bourse, l'objectif étant de faire du profit sur la baisse de l'action de l'entreprise, le tout avec un mécanisme financier qui est assez complexe, donc je vais pas l'expliquer ici, mais si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien directement en description. Le truc, c'est que ce sabotage qui peut conduire à la faillite de GameStop n'a pas du tout plu à un groupe d'utilisateurs de Reddit et plus particulièrement à un subreddit appelé Wall Street Bets qui suit depuis à peu près un an l'évolution de l'action GameStop. Très concrètement, ils ont donc mis en place une stratégie pour faire repartir à la hausse l'action de GameStop et donc déjouer ainsi les plans des géants de la bourse, et au final ça a plutôt bien fonctionné. En effet, concrètement, ils ont donc acheté des actions de GameStop pour lui faire prendre de la valeur, et même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent chacun d'entre eux individuellement par rapport à d'immenses fonds d'investissement, et bien vu qu'ils sont des centaines de milliers probablement à l'avoir fait, ça a tout simplement largement suffi pour inverser la tendance. Pour vous donner une petite idée, par rapport à sa valeur au 12 janvier, l'action de GameStop a été multipliée par plus de 7, et donc cette hausse a fait perdre à ceux qui misaient sur une baisse de l'action plus de 3,3 milliards de dollars, le tout seulement depuis le début de l'année 2021. Bref, face au succès de cette tactique, les internautes comptent désormais le faire pour d'autres entreprises qui sont actuellement en difficulté, comme le géant des salles de cinéma aux États-Unis AMC, et dont la valeur a là aussi explosé aujourd'hui. Bref, l'histoire est assez surréaliste, des internautes qui déjouent les plans de grands financiers. Elon Musk s'en est mêlé puisqu'il a carrément tweeté un lien vers le subreddit en question. Certains géants de la finance demandent désormais à réguler et limiter l'impact des internautes, mais en réalité, ça semble très difficile à faire puisque tout ce qu'ils font, c'est donner des conseils et des avis sur des choses à investir en bourse. Donc en théorie, ça ne tombe pas sous le coup de la loi de cette façon-là. Donc faudra voir ce qu'il en est dans les jours à venir. Allez, on va parler d'un sujet qui me paraissait assez important, la confiance des Français dans les médias et l'intérêt pour l'actualité est remonté en 2020. En fait, comme chaque année depuis 34 ans, le journal La Croix avec l'Institut Candar sort son grand baromètre sur les Français et l'information. C'est très clairement un sondage qui est beaucoup attendu chaque année, ou en tout cas je sais pas, mais à titre personnel c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc chaque année je regarde ça avec beaucoup d'attention. Or donc en 2020 et avec l'actualité très chargée, près de 7 Français sur 10 déclarent avoir suivi l'actu. C'est une hausse importante puisque en 2019 on était à 59% et donc cette année on se retrouve à 67%. Alors au-delà de l'intérêt pour l'actualité, il y a aussi la question de la confiance qu'ont les Français dans les médias. Ça peut être des médias qu'on retrouve à la télé, à la radio, sur internet, mais aussi évidemment le journal papier. Alors en 2019 ça avait été assez dur avec la crise des gilets jaunes, mais en 2020 la confiance est un peu revenue et c'est assez intéressant de voir que les médias les plus crédibles selon les Français sont la radio, puis le journal papier, puis la télé et enfin le web en dernière position. Mais pour la première fois depuis 2015, la confiance dans les médias en ligne a augmenté, passant de 23 à 28%. Alors comment expliquer que Internet soit encore en dernière position? Eh bien c'est très sûrement dû au fait que Internet est vu comme un espace où tout le monde peut un peu publier ce qu'il veut, et donc logiquement en matière de confiance, ça peut avoir un impact relativement négatif pour suivre l'actualité au quotidien si on sait pas vraiment quelle source est sûre ou ne l'est pas. Concernant le Covid, point assez intéressant, selon les résultats du sondage, les Français reprochent pas mal aux médias d'avoir donné la parole à des non-spécialistes ou encore d'avoir dramatisé les événements, et d'ailleurs globalement selon les résultats du baromètre, les médias auraient trop parlé de l'épidémie de Covid-19 mais aussi de l'élection présidentielle aux États-Unis. Voilà donc pour les résultats principaux de cette étude. En tout cas à titre personnel je trouve ça super intéressant et c'est une forme même d'exercice d'autocritique pour moi puisque je vois au quotidien vos commentaires, donc j'essaie aussi de m'adapter à ce qui vous plaît moins. J'avais eu notamment pas mal de commentaires disant qu'on parlait trop des États-Unis, donc on avait ralenti pendant un moment, mais du coup on essaie de s'adapter pour pousser des sujets qui sont importants et en même temps être à l'écoute des sujets qui vous intéressent. En tout cas voilà, j'en profite pour vous remercier, je le dis très souvent mais je le redis ici, merci pour votre confiance, vous qui suivez ces formats au quotidien, ça fait super plaisir et puis on va continuer à vous informer dans les jours à venir. Autre sujet à la une de cette vidéo, je voulais vous parler de la situation historique en Russie qui pourrait bien remettre en question l'avenir de Vladimir Poutine à la tête du pays. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, mais en gros il y a pas mal de tensions en ce moment en Russie depuis l'arrestation d'Alexei Navalny,
Navalny, le principal opposant au gouvernement russe. Les manifestations ont eu lieu dans des centaines de villes en Russie ce week-end pour réclamer sa libération et des voix s'élèvent de plus en plus contre le gouvernement de Poutine. Et selon l'équipe de Navalny, il y avait entre 250 000 et 300 000 personnes dans la rue. Alors évidemment, leurs chiffres sont peut-être surestimés, mais ça reste une mobilisation historique contre Poutine et tout simplement très probablement la plus grande des 20 dernières années. La diffusion sur YouTube du documentaire de Navalny sur la richesse de Poutine dont on a parlé la semaine dernière a également relancé les accusations de corruption et plus largement un sentiment d'injustice se répand dans le pays à voir cette élite s'accaparer les richesses. Au-delà de ça, de nombreux pays du monde, dont la France ces derniers jours, ont dénoncé l'arrestation d'Alexei Navalny et les interpellations très nombreuses par milliers qui se sont déroulées ce week-end lors des manifestations. Bref, Vladimir Poutine est donc fragilisé, mais tout cela reste à nuancer, déjà parce que ces mêmes pays qui dénoncent les agissements de la Russie ont aussi des liens économiques avec le pays, donc faut voir s'ils vont faire réellement pression pour exiger davantage de démocratie. Et puis au-delà de ça, Poutine a quand même récemment fait changer la constitution pour lui permettre de rester à la tête du pays jusqu'en 2036. Autrement dit, de son côté, vous l'aurez compris, il n'est pas vraiment prêt à quitter le pouvoir. Bref, quoi qu'il en soit, la prochaine étape de l'opposition, c'est ce dimanche avec une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue. Alors vous le savez, sur format des actus du jour sur YouTube, on le fait du lundi au vendredi. Du coup, on suivra ça surtout dans les résumés d'actu qu'on poste sur Instagram du lundi au dimanche. Et puis si besoin, évidemment, on fera aussi le point lundi après la manifestation. En bref, voici des actus plus courtes mais tout aussi importantes qu'il faut retenir aujourd'hui avec cette première actu. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré aujourd'hui que le couvre-feu ne freinait pas assez l'épidémie en France. Il a donc expliqué que le gouvernement avait plusieurs scénarios sur la table, avec notamment le scénario d'un confinement très serré. Alors très serré, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est très serré dans le temps et donc un confinement très court? Est-ce que c'est à l'inverse un confinement très strict comme on a pu avoir lors du mois de mars 2020? Pour l'instant on ne sait pas trop, mais du coup évidemment vous le savez, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actu qui est un peu liée à la première, les manifestations anti-restriction se poursuivent un peu partout dans le monde. La situation est toujours très tendue, par exemple aux Pays-Bas, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images. 250 personnes ont été arrêtées dans le pays. À Tripoli aussi, la ville la plus pauvre du Liban, des affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et des jeunes manifestants. Il y a eu plus de 30 blessés. Et enfin, en Israël, ils sont entrés en fait en troisième confinement fin décembre et ce sont les juifs ultra-orthodoxes qui se sont rassemblés pour exiger la fin du confinement. Et pour protester, vous le voyez, certains s'en sont même pris directement à la police. Enfin, dernière actu de ce En Bref, avant la révélation de la ville et l'anecdote, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Je voulais tout simplement vous parler de ce bateau un peu particulier qui ramasse le plastique dans les océans pour avancer. Ce bateau, appelé le Manta, a été imaginé par le navigateur Yvan Bourgnon et il a pour but en fait de collecter entre 5000 et 10 000 tonnes de déchets par an pour ensuite le transformer en électricité. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus et puis certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, mais je trouvais que c'était une initiative assez intéressante. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Vous êtes sûrement plusieurs à avoir trouvé. Eh bien je me trouvais effectivement à Rio de Janeiro au Brésil. Et petit élément à savoir sur Rio, c'est une ville où la frontière entre les quartiers riches et les quartiers pauvres est assez marquante. Alors vous connaissez peut-être cette photo qui a été prise à Sao Paulo, une autre ville au Brésil. On la voit souvent d'ailleurs, notamment dans les cours de géographie. Et bien à Rio c'est assez similaire dans le sens où les quartiers riches et les quartiers pauvres sont pas si loin les uns des autres, ils sont même collés, mais en fait on voit clairement une frontière entre les uns et les autres. Et donc très concrètement à Rio, on a sur la côte les quartiers riches et juste à côté au niveau de la montagne, les quartiers les plus pauvres situés donc dans les favelas. Et puis c'est intéressant de voir qu'au sein même des favelas, il y a une forme de hiérarchie et puis typiquement plus vous vivez proche de la côte, et bien plus les prix du loyer deviennent chers. Bref, c'est une ville pleine de contrastes et de mon côté, j'ai été en reportage à Rio au sein des favelas. On a été en fait dans 3 favelas tenues par des cartels, par des milices. J'en ai fait du coup un reportage et comme d'habitude du coup, si jamais vous voulez voir ce reportage, il est disponible sur ma chaîne YouTube, donc le lien est directement en description et une petite fiche apparaît en haut à droite. Allez, le débat hier c'était le suivant, faut-il taxer davantage les plus riches pour aider les plus pauvres durant la crise sanitaire? Alors je suis conscient que c'est peut-être pas le meilleur débat parce qu'il faut définir qu'est-ce que ça veut dire riche concrètement, est-ce qu'on parle d'entreprise, est-ce qu'on parle de personnes, qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau de richesse aussi. Donc voilà, le débat était un peu flou mais c'était quand même intéressant de voir les discussions directement dans les commentaires. Par contre aujourd'hui exceptionnellement pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram donc pour d'autres contenus exclusifs. Voilà écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.